Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, prenne son parti de cheminer lentement à mes côtés, par étapes, ainsi qu'au Moyen-Âge. Qui veut venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses, consente au danger des chevauchés par les sentiers mauvais où les bêtes tombent, et à la promiscuité des caravansérails où l'on dort entassé dans une niche de terre battue parmi les mouches et la vermine. Qui veut venir avec moi voir apparaître dans sa triste oasis, au milieu de ces champs de pavots blancs et de ces jardins de roses roses, la vieille ville de ruines et de mystères, avec tous ses dômes bleus, tous ces minarets bleus d'un inaltérable émail. Qui veut venir avec moi voir Ispahan sous le beau ciel de mai, se prépare à de longues marches, au brûlant soleil, dans le vent âpre et froid des altitudes extrêmes, à travers ces plateaux d'Asie, les plus élevés et les plus vastes du monde, qui furent le berceau des humanités, mais sont devenus aujourd'hui des déserts. Nous passerons devant des fantômes de palais, tout en un silex couleur de souris, dont le grain est plus durable et plus fin que celui des marbres. Là, jadis, habitaient les maîtres de la terre, et aux abords veillent depuis plus de 2000 ans des colosses à grandes ailes, qui ont la forme d'un taureau, le visage d'un homme et la tiare d'un roi. Nous passerons, mais alentour, il n'y aura rien que le silence infini des foins en fleurs et des orges vertes. Qui veut venir avec moi voir la saison des roses à Ispahan, s'attendent à d'interminables plaines, aussi haut montées que les sommets des Alpes, tapissées d'herbes rases et d'étranges fleurettes pâles, où à peine de loin en loin surgira quelque village en terre d'un gris tourterelle, avec sa petite mosquée croulante, au dôme plus adorablement bleu qu'une turquoise. Qui veut me suivre se résigne à beaucoup de jours passés dans les solitudes, dans la monotonie et les mirages. En route, mardi 17 avril. En désordre par terre, notre déballage de nomades s'étale, mouillé d'embrun et piteux à voir, au crépuscule. Beaucoup de vent sous des nuages en voûte sombre, les lointains des plaines de sable, où il faudra s'enfoncer tout à l'heure à la grâce de Dieu, se détachent en clair sur l'horizon. Le désert est moins obscur que le ciel. Une grande barque à voile que nous avions frettée à Banderbouchir vient de nous jeter ici, au seuil des solitudes, sur la rive brûlante de ce golfe persique, où l'air empli de fièvre est à peine respirable pour les hommes de nos climats. Et c'est le point où se forment d'habitude les caravanes qui doivent remonter vers Shiraz et la Perse centrale. Nous étions partis de l'Inde, il y a environ 3 semaines, sur un navire qui nous a lentement amenés le long de la côte, en se traînant sur les eaux lourdes et chaudes. Et depuis plusieurs jours, nous avons commencé de voir à l'horizon du nord une sorte de muraille mondiale, tantôt bleue, tantôt rose, qui semblait nous suivre et qui est là, ce soir encore, dressée près de nous. Le rebord de cette Perse, but de notre voyage, qui gîte à 2 ou 3 000 mètres d'altitude sur les immenses plateaux d'Asie. Le premier accueil nous a été rude sur la terre persane. Comme nous arrivions de Bombay, où sévit la peste, il a fallu faire 6 jours de quarantaine, mon serviteur français et moi, seuls sur un îlot de marécage, où une barque nous apportait chaque soir de quoi ne pas mourir de faim. Dans une chaleur d'étuve, au milieu de tourmentes de sable chaud que nous envoyait l'Arabie voisine, au milieu d'orages aux aspects apocalyptiques, nous avons là souffert longuement, accablés dans le jour par le soleil, couverts de temps et de mauvaises mouches, la nuit en proie à d'innombrables vermines dont l'herbe était infestée. Admis enfin à Banderbouchir, ville de tristesse et de mort s'il en fut, groupe de masures croulantes sous un ciel maudit, nous avons fait en hâte nos apprêts, acheté des objets de campement et loué des chevaux, des muletiers qui ont dû partir ce matin pour nous rejoindre en contournant une baie, tandis que nous coupions par mer en ligne droite afin d'éviter une marche sous le soleil mortel. Donc,
nous voici déposés à l'entrée de ce désert, en face d'un semblant de village en ruine, où des gens vêtus de haillons s'asseyent sur des pans de murailles pour fumer en nous observant. Longs pour parler avec nos bateliers demi-nus qui nous ont apportés à terre sur leurs épaules ruisselantes, car la barque a dû rester à 100 mètres de la rive à cause des bancs de sable. Long pour parler avec le chef du lieu qui a reçu du gouverneur de Bouchir l'ordre de me donner des cavaliers d'escorte, et ensuite avec mon charvadar, mon chef de caravane, dont les chevaux et les mules devraient être là, mais n'arrivent pas. De tous côtés, c'est l'étendue agitée par le vent, l'étendue du désert ou de la mer. Et nous sommes sans abri, nos bagages épars. Et le jour achève de s'éteindre sur notre désarroi. Quelques gouttes de pluie, mais dans ce pays, on n'y prend pas garde. On sait qu'il ne pleuvra pas, qu'il ne peut pas pleuvoir. Les gens qui s'étaient assis à fumer dans les ruines viennent de faire leur prière du Maghreb et la nuit tombe sinistre. Nous attendons nos bêtes qui continuent de ne pas venir. Dans l'obscurité, de temps à autre, des clochettes s'approchent en carillon, chaque fois nous donnant espoir. Mais non, c'est quelques caravanes étrangères qui passent. Par 20 ou 30, les mules défilent près de nous. Pour les empêcher de piétiner nos bagages et nous-mêmes, nos gens crient, et tout de suite elles disparaissent vers le ténébreux lointain. Nous sommes ici à l'entrée de la route de Bouchir, à Ispahan, l'une des grandes routes de la Perse, et ce petit port en ruine est un passage très fréquenté. Enfin, elles arrivent, les nôtres, avec force clochettes aussi. Nuit de plus en plus épaisse, sous un ciel bas et tourmenté. Tout est par terre, jeté pêle-mêle, les bêtes font des sauts, des ruades, et l'heure s'avance. Nous devrions être en route. Dans les cauchemars du sommeil, on a passé quelquefois par de tels embarras insolubles. On a connu de ces fouillis indébrouillables au milieu de ténèbres croissantes. Vraiment, cela semble impossible que tant de choses quelconques, armes, couvertures, vaisselle, achetées en hâte à Bouchir et non emballées, gisant à même le sable, puissent, avec la nuit qu'il fait, s'arranger bientôt sur ces mules à sonnettes et s'enfoncer à la file derrière nous dans le noir désert. Cependant, on commence la besogne, en s'interrompant de temps à autre pour dire des prières. Enfermer les objets dans de grands sacs de caravane en laine bariolée, ficeler, corder, sous-peser, équilibrer la charge de chaque bête, cela se fait à la lueur de 2 petites lanternes lamentables au milieu de la tourmente obscure. Pas une étoile, pas une trouée là-haut par où le moindre rayon tombe. Les rafales, avec un bruit gémissant, soulèvent le sable en tourbillon. Et tout le temps, à la cantonade, des sonneries de grelots et de clochettes, caravanes inconnues qui passent. Maintenant, le chef du village vient me présenter les 3 soldats qui, avec mes domestiques et mes muletiers, constitueront ma garde cette nuit. Toujours les 2 mêmes petites lanternes que l'on a posées par terre et qui attirent les sauterelles, me les éclairent vaguement par en dessous, ces nouveaux venus. Hauts bonnets noirs sur de fins visages, longs cheveux et longues moustaches, grandes robes serrées à la taille et mancherons qui pendent comme des ailes. Enfin la lune, amie des nomades, vient débrouiller le chaos noir. Dans une déchirure soudaine, au ras de l'horizon, elle surgit énorme et rouge, du même coup révélant des eaux encore proches, sur lesquelles son reflet s'allonge en nappe sanglante, un coin du golfe Persique. Et des montagnes là-bas qu'elle découpe en silhouette, cette grande chaîne qu'il nous faudra commencer de gravir demain. Sa lueur bienfaisante s'épand sur le désert, mettant fin à ces impossibilités de cauchemar, nous délivrant de la confusion inextricable, nous indiquant les uns aux autres personnages dessinés en noirâtre sur des sables clairs, et surtout nous isolant, nous, groupes destinés à une même caravane, des autres groupes indifférents ou pillards qui stationnaient çà et là et dont la présence nous inquiétait alentour. 9h30, le vent s'apaise, les nuages partout se déchirent montrant les étoiles.
Tout est empaqueté, chargé. Mes 3 soldats sont en selle, tenant leurs longs fusils droits. On amène nos chevaux, nous montons aussi. Avec un ensemble joyeux de sonneries, ma caravane s'ébranle en petites cohortes confuses et pointe enfin dans une direction déterminée à travers la plaine sans bornes. Pleine de vases grises qui tout de suite commencent après les sables, pleine de vases séchés au soleil et criblés d'empreintes, des traînées d'un gris plus pâle faites à la longue par des piétinements innombrables, sont les sentes qui nous guident et vont se perdre en avant dans l'infini. Elle est en marche, ma caravane, et c'est pour 6 heures de route, ce qui nous fera arriver à l'étape vers 3 ou 4 heures du matin. Malgré cette partance décourageante, qui semblait ne devoir aboutir jamais, elle est en marche, ma caravane, assez rapide, assez légère et aisée à travers l'espace imprécis dont rien ne jalonne l'étendue. Jamais encore je n'avais cheminé dans le désert en pleine nuit. Au Maroc, en Syrie, en Arabie, on campait toujours avant l'heure du Maghreb, mais ici, le soleil est tellement meurtrier que ni les hommes ni les bêtes ne résisteraient à un trajet de plein jour. Ces routes ne connaissent que la vie nocturne. La lune monte dans le ciel, où de gros nuages qui persistent encore la font de temps à autre mystérieuse. Escorte d'inconnus, silhouette très persane, pour moi, visage nouveau, costumes et harnais vus pour la première fois. Avec un carillon d'harmonie monotone, nous progressons dans le désert. Grosses cloches aux notes graves, suspendues sous le ventre des mules, petites clochettes ou grelots formant guirlande à leur cou, et j'entends aussi des gens de ma suite qui chantent en voix haute de muezzin, tout doucement, comme s'ils rêvaient. C'est devenu déjà une seule et même chose, ma caravane, un seul et même tout, qui parfois s'allonge à la file, s'espace démesurément sous la lune, dans l'infini gris, mais qui d'instinct se resserre, se groupe à nouveau en une mêlée compacte, où les jambes se frôlent, et on prend confiance dans cette cohésion instinctive, on en vient peu à peu à laisser les bêtes cheminer comme elles l'entendent. Le ciel, de plus en plus, se dégage. Avec la rapidité propre à de tels climats, ces nuées là-haut, qui semblaient si lourdes, achèvent de s'évaporer sans pluie, et la pleine lune maintenant resplendit, superbe et seule dans le vide. Toute la chaude atmosphère est imprégnée de rayons, toute l'étendue visible est inondée de clarté blanche. Il arrive bien de temps à autre qu'une mule fantaisiste s'éloigne sournoisement, pointe, on ne sait pourquoi, dans une direction oblique. Mais elle est très facile à distinguer, se détachant en noir avec sa charge qui lui fait un gros dos bossu au milieu de ces lointains lys et clairs où ne tranche ni un rocher ni une touffe d'herbe. Un de nos hommes court après et la ramène, en poussant ce long beuglement à bouche close qui est ici le cri de rappel des muletiers. Et la petite musique de nos cloches de route continue de nous bercer avec sa monotonie douce. Le perpétuel carillon dans le perpétuel silence nous endort. Des gens sommeillent tout à fait, allongés, couchés inertes sur le cou de leur mule, qu'ils enlacent machinalement des 2 bras, corps abandonnés qu'un rien désarçonnerait et longues jambes nues qui pendent. D'autres, restés droits, persistent à chanter dans le carillon des cloches suspendues, mais peut-être dorment aussi.
Il y a maintenant des zones de sable rose tracées avec une régularité bizarre. Sur le sol de vases séchés, elles font comme des zébrures. L'étendue du désert ressemble à une nappe de moire. Et à l'horizon devant nous, mais si loin encore, toujours cette chaîne de montagnes en muraille droite qui limite l'étouffante région d'en bas, qui est le rebord des grands plateaux d'Asie, le rebord de la vraie Perse, de la Perse de Shiraz et d'Ispahan. Là-haut, à 2 ou 3 000 mètres au-dessus de ces plaines mortelles, est le but de notre voyage, le pays désiré, mais difficilement accessible, où finiront nos peines.